salut, je vous remercie toutes et tous, et en particulier Natacha, Patrice, Georges, Joël et Jean-Claude, d'avoir relevé le défi. Et puis je laisse Manuel prendre la suite. Je vais rapidement passer la parole à Natacha Polony. Simplement quelques mots d'abord pour vous souhaiter la bienvenue dans cette table ronde qui est organisée par le Conseil national de l'engagement sur le thème de la jeunesse. Et plus précisément, puisque nous avons donné ce titre-là, comment donner confiance et espoir à la jeunesse. Alors, pour traiter du sujet, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Donc, je vais citer Georges Kuzmanovic, le fondateur de République souveraine, Patrice Huban, président du Nouvel Essor français, et représenteront l'engagement Joël Sansen et Jean-Claude Denechaux, qui sont nos deux délégués thématiques de la commission éducation. Cette table ronde sera animée par Natacha Polony, journaliste et essayiste que l'on ne présente plus. Okay. Voilà, Natacha, je vous laisse la parole pour animer cette table ronde. Merci beaucoup, cher Manuel. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette table ronde et surtout, merci d'avoir choisi ce sujet que je trouve absolument essentiel et je suis toujours frappée de voir à quel point ce sujet passe totalement à l'as. Je veux dire, la jeunesse, globalement, ou plutôt les jeunesses, je veux dire, ça apparaît dans les campagnes présidentielles, il y a toujours un moment où les candidats nous expliquent que tout ce qu'ils font, c'est au nom de la jeunesse. On se souvient de François Hollande, il y avait eu des grandes proclamations en 2012 sur la nécessité de prendre en compte la jeunesse, mais c'était à peu près du même ordre que mon ennemi, c'est la finance, et ça a fini à peu près de la même manière. Et si on se souvient de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est la même chose, et ça a plutôt marché, puisque même si Emmanuel Macron n'était pas en tête chez les 18-24 ans, c'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais tout de même le score était plutôt pas mal parce qu'il a réussi à parler à une partie de la jeunesse avec un discours qui était, alors on s'en souvient, il y avait entre autres le fait que si les jeunes rêvent de devenir millionnaires, ça lui convenait très bien. C'est consternant comme vision de la jeunesse, mais c'est un discours à la jeunesse. Et au cœur de cela, il y avait, de la part d'Emmanuel Macron, quelque chose qui, pour le coup, est plutôt intéressant, qui était l'idée de refuser les assignations à résidence, c'est-à-dire de refuser le déterminisme, de refuser les rentes qui bloquaient la situation, qui bloquaient l'ensemble de la société. Et ça, c'est plutôt une position qui peut sembler intéressante. Le problème, c'est justement que rien n'a été fait dans ce sens. Faire le pari des jeunes, des actifs, leur promettre que s'ils le veulent, ils réussiront, ils pourront s'accomplir parce que l'État le rendra possible, ça, c'est un programme qui, en soi, est intéressant. Hélas, ça partait d'un diagnostic totalement faux sur l'ensemble des mécanismes économiques et sociaux qui aboutissent au blocage de la société et à la constitution d'une société d'héritiers. Et d'ailleurs, surtout, il a très très vite reculé là-dessus, puisqu'il s'est replié sur l'électorat qui vote, à savoir les vieux plutôt favorisés. Et donc, c'est assez intéressant, c'est même fondamental de poser la question de l'état de la jeunesse, ou plutôt de l'état des jeunesses, comme je le disais, puisque ça nécessite d'embrasser tous les sujets si on veut dresser le bon diagnostic. Et malheureusement, je trouve qu'un des problèmes, c'est que le bruit politico-médiatique offre une vision totalement caricaturale du sujet. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, pour résumer, d'un côté une vision misérabiliste, victimaire d'une part de la jeunesse, avec une confusion volontaire entre les mots jeune et délinquant. Et de l'autre, on a un discours sécuritaire qui amalgame là aussi volontairement des faits totalement différents et qui laisse de côté systématiquement les questions économiques et sociales. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, si on veut justement embrasser l'ensemble des sujets, de les affronter tous, même ceux qui peuvent nous sembler gênants. Je pense à la question notamment de la violence des mineurs, puisque c'est ça qui ressort actuellement
dans l'ensemble de l'actualité, à travers une série de faits divers. Et finalement, je pense que laisser de côté cela en considérant que ce ne sont que des faits divers aboutirait en fait à laisser la droite et l'extrême droite avoir, comme souvent, le monopole du réel. Et ce serait profondément dangereux. Vous voyez, la mort du jeune Elias, 14 ans, tué par deux voyous multirécidivistes qui voulaient lui voler son portable et qui l'ont assassiné à coups de machette, ce n'est pas seulement un fait divers. La mort d'une auxiliaire de vie scolaire tuée au couteau n'est pas non plus un fait divers dans la mesure où c'est un phénomène qui se répète. Et dans ce cadre-là, je veux dire, se poser la question à la fois du traitement de la délinquance des mineurs et la question beaucoup plus complexe que pose la mort de cet auxiliaire de vie scolaire me semble un point qu'il ne faut surtout pas laisser de côté. D'autant plus qu'on a vu là, il y a quelques jours, la censure de la loi Attal par le Conseil constitutionnel. Là aussi, quoi qu'on pense des dispositions de la loi Attal, je pense que la censure du Conseil constitutionnel sur ces sujets-là, au nom d'une jurisprudence qui s'appuie sur le préambule de la Constitution de 1946 et sur la Déclaration des droits de l'homme, pose un énorme problème qu'il va falloir affronter. C'est-à-dire que je ne pense pas que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et ceux du préambule de la Constitution de 1946 aient considéré qu'il était normal de laisser en liberté des multirécidivistes, même s'ils ont 16 ou 17 ans. Et là, il va falloir aussi se poser la question de la façon dont le Conseil constitutionnel considère son rôle sur ces sujets-là. Mais je reviens au cas de Mélanie, cette auxiliaire de vie scolaire, ou même quelques semaines avant, cette jeune fille tuée par son camarade de classe au couteau. Ces attaques-là, elles ressemblent de plus en plus aux tueries de masse américaines, les armes à feu en moins. Et je pense que ça fait partie des sujets qu'il va falloir affronter. Les tueries de masse aux États-Unis sont le signe d'une société malade. Eh bien, nous sommes contaminés. Et la jeunesse européenne est contaminée. On a vu ce que ça a donné également en Autriche. Et tout cela relève. Alors, souvenez-vous, c'est cette attaque au couteau où un jeune garçon a tué sa camarade, la seule, d'ailleurs, avec laquelle il avait des liens. Bruno Retailleau avait parlé à ce moment-là d'ensauvagement. Et je vais vous dire, je pense qu'il y a une responsabilité de la part de quelqu'un comme Bruno Retailleau. C'est-à-dire que non, ça n'a rien à voir avec l'ensauvagement. La mort d'Elias, on peut, quels que soient les mots qu'on veuille donner, se dire ça relève d'un processus qu'on pourrait désigner comme un réensauvagement de la société. Là, on parle de phénomènes qui sont des phénomènes de santé mentale. Et alors le procureur, dans le cas de Mélanie, de cette auxiliaire de vie scolaire, a dit qu'il n'y avait pas de pathologie mentale de la part du jeune garçon. Il faut rappeler que pas de pathologie mentale, ça sert juste à écarter l'irresponsabilité pénale. Mais que évidemment qu'un jeune garçon qui prend un couteau dans le tiroir de ses parents pour aller tuer une surveillante alors peut-être parce que une autre surveillante 3 jours avant l'a réprimandé, ça relève d'une problématique de santé mentale. Et d'ailleurs, il faut relever les chiffres. En 2024, 45% des 11-15 ans disaient souffrir de troubles anxieux, avec 8% qui souffraient de troubles anxieux sévères. Et 17% des jeunes qui souffrent de dépression ont consulté un professionnel. Ça veut dire que tout le reste ne l'a pas fait et que même 64% n'en ont parlé à personne. Donc on a là un sujet absolument énorme, le suicide qui est la 3e cause de décès chez les 15-29 ans, qui veut dire que dans de rares cas, la violence se retourne contre les autres, mais que le plus souvent, on a surtout une jeunesse qui tourne la violence vers elle-même, en particulier d'ailleurs les jeunes filles. Et si on regarde même il y a une comparaison assez intéressante entre 2019 et 2021, sur certaines périodes de ces 2 années-là, les passages aux urgences pour gestes suicidaires avaient doublé. Et je ne cite pas ces 2 années par hasard, puisqu'en fait, je pense que les choix qui ont été opérés pendant la gestion du Covid font partie
des sujets essentiels. Il y a eu un véritable sacrifice de la jeunesse et de l'économie, c'est-à-dire de l'avenir du pays, pour lutter contre une maladie dont 90% des victimes avaient plus de 60 ans. Je le dis un peu brutalement, mais je pense que nous allons le payer très très cher, ce choix-là. La tranche d'âge la plus touchée par le Covid, c'était les 80-89 ans, et les jeunes ont terriblement souffert de cela. Or, ce n'est pas le remboursement d'une première consultation chez un professionnel psy quand on manque terriblement justement de psychologues, de psychiatres, qui va changer quelque chose. Donc, en matière de santé, le sous-investissement dans la santé mentale, ça se fait au détriment des jeunes. Et plus généralement, je dirais que c'est toute l'économie, en fait, qui est orientée au détriment des jeunes. Parce que, et c'est là où je veux en venir, c'est que la question économique ne doit pas être décorrélée. Pour reprendre un prisme un petit peu plus large, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le choix a été fait d'orienter la société vers la jeunesse. Et toutes les 30 glorieuses sont allées dans ce sens. L'économie était orientée en faveur des jeunes générations. C'était une sorte, alors évidemment, c'était une sorte de remboursement du tribut que les jeunes avaient payé à la guerre. Mais et puis c'était aussi la conséquence du choix d'éviter de reproduire les erreurs qui avaient conduit à la crise de 29. Mais le résultat, c'était qu'on avait une économie qui ne favorisait pas la rente, on avait une inflation qui permettait de s'endetter, des dévaluations qui permettaient là aussi de reprendre du souffle, bref, toute une économie qui permettait aux entrants sur le marché d'acheter leur logement, d'emprunter, de construire leur vie. Et c'est cela que nous n'avons plus. Il y a eu un retournement au tournant des années 70-80, et la vague néolibérale, puis la construction européenne telle qu'elle s'est faite, à travers un arrimage au choix économique allemand, ont constitué un retournement complet de tendance, parce que la monnaie forte, la lutte contre l'inflation, c'est pour préserver, je le dis là aussi un peu brutalement, mais c'est pour préserver l'épargne des retraités allemands. Et en France, l'endettement a servi à payer le modèle social, et nous voyons aujourd'hui le résultat à travers la dernière étude de l'INSEE qui explique que les Français, dans un contexte d'absence de croissance, épargne, 18,8% d'épargne, sauf que les 2/3 de l'épargne vient des retraités. Et que les prestations sociales progressent 2 fois plus vite que les salaires. Donc la France s'endette pour que les retraités aisés puissent épargner pendant que les actifs croulent sous les cotisations. Et tout cet argent, c'est ce que la France n'investit pas dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur. Et on peut citer aussi le taux de pauvreté. Plus de la moitié, enfin non, pas plus de la moitié, 45%, presque la moitié des pauvres ont moins de 30 ans en France. Le taux de pauvreté des moins de 30 ans est le double de celui des plus de 65 ans. Alors je me réjouis évidemment qu'on ait sorti de la pauvreté les plus âgés, mais si ça se fait au détriment des plus jeunes, c'est un choix de société qui est mortifère. Alors la question, c'est comment on rééquilibre. Et en fait, c'est l'ensemble du système économique qui doit être réorienté pour aller dans le sens de la production, pour favoriser davantage les actifs, ce qui diminuera mécaniquement la pauvreté des enfants et des jeunes. Mais le problème, c'est que la situation est tellement déséquilibrée que, et c'est un autre sujet qui nous montre comment on traite la jeunesse, c'est tellement déséquilibré que nous sommes en train de vivre une dégringolade démographique. Alors évidemment, c'est lié aux incertitudes du monde, et là aussi, je veux dire, le choix qu'on fait d'une politique à court terme plutôt qu'une politique à long terme, c'est un message qu'on envoie à la jeunesse, mais là aussi, une politique qui va relocaliser les emplois pour les verdir, ben, ça permet de voir à long terme, mais c'est lié aussi aux questions économiques, cette chute démographique, parce que les politiques sociales sur lesquelles on a rogné ces dernières années, c'était notamment les politiques familiales. Alors même que je pense qu'un pays a intérêt au sein de chaque classe sociale à rééquilibrer en faveur de ceux qui font des enfants par rapport à ceux qui n'en font pas. Or ça, c'est notamment la politique familiale telle que la concevait par exemple François Hollande a abouti au contraire à faire en sorte que au sein d'une même classe sociale, on défavorise les familles. Bref, je dirais que globalement, l'incapacité à penser le temps long, c'est ce qui caractérise les politiques qui sont menées actuellement, et, je le disais, ça va à l'encontre
des intérêts de la jeunesse. Il y a par exemple, je prends un exemple, l'absence totale de réflexion sur la souveraineté énergétique et numérique, ça va très clairement contre la jeunesse. L'incapacité de lutter contre les plateformes, ça va très clairement contre la jeunesse. Sur l'influence de TikTok, d'Instagram, on les connaît. Cyberharcèlement, violence, dépression, ça touche les jeunes. Donc, ce que nous disions tout à l'heure sur ce que disait Nicolas Ravaille en introduction sur les politiques européennes, je veux dire, ça se retrouve dans les politiques vis-à-vis des GAFAM, et ça, c'est une incapacité à protéger la jeunesse. J'ajoute, je disais tout à l'heure en incise, que l'argent que l'État ne met pas dans l'éducation a un impact. Je cite toujours ce chiffre. Si nous mettions aujourd'hui la même proportion d'argent dans l'école que nous le faisions dans les années 1990, il y aurait 11 milliards de plus par an pour l'éducation. Or, là aussi, on voit à quel point le sous-investissement dans l'école et dans l'enseignement supérieur a un impact extrêmement fort. Bref, pour introduire cette table ronde, je dirais simplement que nous sommes dans une société où les adultes ne prennent pas leurs responsabilités, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la façon dont nous les voyons, c'est-à-dire une espèce de facilité qui consiste à flatter la jeunesse à travers toute une société, toute une pop culture qui en fait pratique le jeunisme, mais qu'à côté de ça, très concrètement, dans nos choix économiques et sociaux, nous allons contre les jeunes. Et je terminerai en vous citant un texte de Jaime Semprún que je trouve extrêmement intéressant. Parmi les choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, qu'ils ne veulent pas voir alors qu'elles s'étalent sous leurs yeux, il y a celle-ci. Que tous ces perfectionnements techniques qui leur ont si bien simplifié la vie qu'il n'y a presque plus rien de vivant, agencent quelque chose qui n'est déjà plus une civilisation. Que la barbarie jaillit comme de source de cette vie simplifiée, mécanisée, sans esprit. Et que parmi tous les résultats terrifiants de cette expérience de déshumanisation, à laquelle ils se sont prêtés de si bon gré, le plus terrifiant est encore leur progéniture, parce que c'est celui qui, en somme, ratifie tous les autres. C'est pourquoi, quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant quel monde allons-nous laisser à nos enfants, il évite de poser cette autre question réellement inquiétante. À quels enfants allons-nous laisser le monde ? Je vous laisse méditer cette citation et je passe la parole à tous nos intervenants qui aborderont chacun donc une thématique parmi celles qu'avait proposées Vincent pour cette table ronde. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Allez-y. Par exemple, voilà. Je veux bien me lancer. Patrice, lancez-vous. Bonjour. Oui, merci Natacha Polony. Bonjour à tous et à toutes. Merci de cette invitation. C'est un plaisir et un honneur. Donc, je suis Patrice Huiban, président de WSR français, qui met sur la table un puissant projet de refondation du pays, travaillé depuis plusieurs années. On a balayé toutes les politiques publiques. Et on met ça, c'est un produit politique qu'on teste et qu'on met ça en partage auprès de toutes les formations compatibles qui ont la nation en partage, qui pensent qu'il n'y a pas de démocratie sur nation. Et voilà, et qui pensent que donc la nation est l'écran indépassable de notre système démocratique. Alors sur le sujet de la jeunesse, tout d'abord, en termes de constat, la situation n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que de notre point de vue, la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup davantage prête au sursaut, un sursaut national auquel on aspire tous que dans les années 90. Rappelez-vous, les années 90, c'était l'individualisme insouciant, c'était la fin de la guerre froide, la chute du bloc soviétique. Et donc, à l'époque, il y avait l'objectif de la jeunesse, il n'y avait pas les préoccupations nationales, sécuritaires, écologiques. La préoccupation de la jeunesse de l'époque, j'en faisais partie, je me souviens très bien, c'était d'avoir un travail, d'avoir un bon salaire et de consommer. Donc, on était dans cette… vous savez, Francis Fukuyama, à la fin de l'histoire, le capitalisme et la démocratie allaient se répandre sur la terre entière de manière naturelle.
Et donc, on se recentrait sur sa vie personnelle. Et aujourd'hui, on a une jeunesse qui est beaucoup plus en quête de sens, qui n'est pas dans une logique individualiste, mais beaucoup plus une logique collective, qui veut du sens dans le travail. À quoi ça sert? Quelle est la finalité pour mon pays, pour la planète? Donc, on a vraiment une jeunesse qui est beaucoup plus dans une approche collective, qui veut du sens, et ça se voit à travers plusieurs aspects. Donc, il y a la préoccupation environnementale, et d'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup plus pragmatique que la représentation politique écologiste, parce que les scores des partis écologistes sont quand même relativement modestes aujourd'hui et ne suivent pas la courbe d'augmentation de la température sur le globe ou en France. Donc on voit bien qu'il y a une déconnexion, il y a une aspiration à la cause environnementale, mais qui n'est pas une aspiration telle qu'elle est présentée par les mouvements qui se disent écologistes, qui sont davantage politiques et dogmatiques sûrement que pragmatiques dans les solutions qu'ils apportent. On voit aussi ce retour du patriotisme, un retour du patriotisme à travers notamment le Made in France, parce que les entreprises ne sont pas là pour faire du patriotisme, elles sont là pour faire vivre un modèle économique. Et donc, dans les enquêtes marketing, dans les années 90, le Made in France n'était pas du tout porteur, ce qui fait que quand on voulait regarder d'où provenait la traçabilité des produits, d'où provenaient les produits, c'était très compliqué. Et à l'époque, on me disait d'ailleurs, quand je faisais attention à ce que j'achetais, mais on s'en fiche, Patrice, maintenant c'est la mondialisation. La fameuse mondialisation heureuse, donc on s'en fout où c'est produit, maintenant on ouvre les frontières et il n'y a plus de frein aux échanges, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, le Made in France, et ça pose un autre problème d'ailleurs, parce que beaucoup d'entreprises mettent du bleu, blanc, rouge sur leur emballage et font de l'éco-blanchiment, en tout cas plutôt du blanchiment français, mais en tout cas le Made in France est fédérateur, auprès de la jeunesse notamment, et que ce soit de droite ou de gauche, pour des raisons classiques, d'emploi, de compétitivité, ou des raisons sociales et environnementales, les circuits courts, l'économie circulaire. Donc, le Made in France est aussi un thermomètre de cette volonté du retour à un sain patriotisme, y compris chez la jeunesse. Je me rappelle, dans les années 90, se balader avec un vêtement, avec un liseré bleu, blanc, rouge, c'était pas du tout tendance. Vous étiez pris pour un francouillard, un passéiste. À l'époque, c'était, mais maintenant c'est fini la France, il n'y aura plus jamais de guerre, c'est l'Europe, sous-entendu l'Europe supranationale, etc. Il y a aussi le regain du patriotisme à travers un canal beaucoup plus classique qui est l'appétence pour la chose militaire. Aujourd'hui, vous avez 56% des jeunes Français qui déclarent pouvoir éventuellement envisager une carrière dans les armées. C'est colossal pour quand même un métier relativement spécifique qui en plus attire plutôt les jeunes garçons que les jeunes filles. Il y a 62% des jeunes de 18-24 ans directement concernés qui appellent un retour du service militaire obligatoire. Et aujourd'hui, les armées françaises sont parmi les armées occidentales professionnelles les seules armées, tenez-vous bien, à ne pas avoir de problème de recrutement, au moins à un niveau quantitatif. Vous avez 100 000 jeunes aujourd'hui qui non seulement se posent la question d'un engagement militaire, mais franchissent le pas et font les tests dans les armées. Imaginez, 100 000, c'est-à-dire un jeune sur 7. Et un quart sont pris, forces armées et gendarmerie, avec des taux de sélection, évidemment, qui sont quand même très respectables, en fonction des secteurs. Pour les officiers, c'est 1 pour 10, pour les engagés, c'est 1 pour 2. Bien évidemment, ce n'est pas les mêmes volumes. Il y a aussi quelque chose de positif, c'est l'esprit entrepreneurial. Alors, vous allez me dire, l'esprit entrepreneurial, c'est une logique plutôt individualiste. Oui, mais non. Les années 90, c'est je veux être cadre d'un grand groupe ou je veux être fonctionnaire. Il y avait des taux de sélection dans les concours administratifs très importants et on disait à l'époque, rappelez-vous, les Français n'ont pas la bosse des affaires, ils sont feignants, ils veulent être fonctionnaires et enseignants. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ça pose un autre problème. Il n'y a plus beaucoup de candidats pour la fonction publique, et encore moins pour être enseignant. En revanche, beaucoup veulent créer leur entreprise, y compris dans les quartiers. Et ce n'est pas une démarche individualiste, c'est aussi créer une entreprise, c'est à terme, si tout se passe bien, embaucher et avoir l'affection sociétatis, une démarche collective, sachant que si on veut financer notre modèle social et environnemental qui se veut de haut niveau, de façon pérenne et souveraine, il n'y a pas le choix. Il faut faire grossir le gâteau avant de partager les parts. Qui fait grossir le gâteau, ce sont nos entreprises, et en particulier nos PME qui emploient 70% des salariés. Alors, une fois qu'on a brossé ce constat, de notre point de vue, le potentiel chez la jeunesse est plutôt bon. C'est-à-dire qu'il y a une appétence pour un sursaut beaucoup plus qu'il y a une trentaine d'années. Le problème, c'est que le poisson pourrit par la tête. Le chef s'assoit, les hommes se couchent. À partir du moment où vous n'avez pas un projet national, vous donnez pas de l'espoir, et bien finalement, ce potentiel n'est pas exploité. Alors concrètement, on fait comment ? De notre point de vue, déjà, c'est de sortir d'un discours écologiste, catastrophiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Moi, dans les années 90, rappelez-vous, on parlait des pluies acides, on parlait du trou de la couche d'ozone, c'est des problèmes qui ne sont pas d'être réglés. Pourquoi ? Parce que volonté politique plus innovation. Donc,
avec l'innovation, avec la recherche, on est capable de lever tous les défis environnementaux et ça permet de concilier le capitalisme et l'écologie. C'est-à-dire de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins, ce qui est la définition du développement durable. Et grâce à l'innovation, on peut y arriver et c'est aussi l'idée pour sauver la planète, plutôt que de culpabiliser les Français qui dégagent 1% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On a fait déjà le boulot globalement. On a une production d'énergie qui est largement décarbonée. Et donc, de culpabiliser les Français en leur interdisant de circuler dans les centres-villes avec des voitures d'un certain niveau de pollution, alors que finalement, ça ne changera absolument rien, il faut plutôt partir du local. Les Français sont attachés à leur littoral, à leur espace naturel, espace maritime, nos forêts. Donc là, effectivement, la qualité de l'air, par exemple, la qualité de l'air à Paris est nettement meilleure que dans les années il y a une cinquantaine d'années ou fin 19e. Rappelez-vous les tableaux de Monet du Parlement britannique, ce n'est pas un effet de style impressionniste. Il y avait une pollution colossale dans les villes européennes dès le 19e siècle et aujourd'hui, on respire beaucoup mieux à Paris qu'il y a quelques dizaines d'années ou une centaine d'années. Donc, c'est finalement mettre du bleu, blanc, rouge dans le vert et du vert dans le bleu, blanc, rouge. Il ne faut pas opposer la cause écologiste avec la cause nationale. Aujourd'hui, par exemple, la France, qui n'émet que 1% de gaz à effet de serre, héberge 10% de la biodiversité mondiale. Là, on peut mener des grands projets fédérateurs en disant que la France va lancer un grand projet de dépollution des océans, étant donné qu'on héberge 10% de la biodiversité mondiale et surtout qu'on a le deuxième domaine maritime mondial. Donc, vous voyez, il y a aussi un discours à changer, il y a aussi un discours audacieux et positif de dire que la France, avec quelques réformes, notamment réforme de la sphère publique, en lâchant la bride sur le cou de nos chevaux de course, les PME, en remettant de l'ordre dans le pays, non seulement on est capable de redresser le pays, on est peut-être même capable d'écrire les plus belles pages des 1500 ans d'histoire au 21e, 22e siècle. Et on peut hisser la France non seulement au premier rang européen, mais au troisième rang mondial, qui est la place naturelle de la France à plein potentiel. Et tout ça, ça passe aussi par aimer son pays, mais aimer les Français. C'est avoir de l'empathie pour nos compatriotes. Moi, j'adore cette citation de Montesquieu qui dit « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas tant être un si grand génie, il faut être au milieu des hommes et non au-dessus d'eux. » Alors ça passe évidemment la méritocratie par la refondation de l'école, donc ça prendra un petit peu de temps. Mais à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà d'avoir un discours qui dit que tous les Français ont le grand collier de Légion d'honneur dans leur berceau. Ça ne veut pas dire que tous les Français veulent être président de la République. Simplement, ça veut dire que ce n'est pas réservé à une caste parisienne surdiplômée. Et on voit où nous amène cette caste parisienne surdiplômée aujourd'hui. C'est-à-dire, comme dans toutes les organisations qui tiennent la route aujourd'hui, au niveau public et privé, c'est de mixer les profils. Vous avez des gens qui viennent, je dirais, de cursus universitaires et des gens qui viennent de la méritocratie interne, qui viennent du terrain. C'est le cas des armées, c'est le cas de la gendarmerie, c'est le cas de Leroy Merlin, c'est le cas de Michelin, de toutes les entreprises qui tournent. Donc, c'est au niveau politique, ce qu'on a fait pour les années 60-70, vous aviez des gens qui étaient au gouvernement, qui étaient issus de l'école de la résistance. Vous aviez René Monory, qui était garagiste, qui n'avait pas, je dirais, un strapontin, qui était ministre d'État chargé de l'économie et qui était complémentaire à Raymond Barre, qui, lui, avait tous les sacrements universitaires en matière d'économie. Vous voyez, c'est de mixer l'intelligence d'expérience avec l'intelligence d'expertise. Donc ça, c'est très important et ça peut se faire très rapidement en nommant des gens au gouvernement avec une certaine diversité, pas uniquement ethnique, mais une diversité d'origine socio-professionnelle. C'est aussi des mesures, je dirais, c'est des mesures très concrètes pour remettre de la probité dans la sphère publique, c'est-à-dire d'exiger un casier judiciaire vierge en matière d'atteinte à la probité pour tout candidat à une fonction élective. Alors, sous la refondation de l'école, effectivement, mais la logique de moyens a ses limites, hein, par rapport à ce que vous avez dit, Natacha Polony, c'est qu'aujourd'hui, la dépense intérieure d'éducation est supérieure à la moyenne OCDE. Pourtant, on voit les résultats, on décroche, mais ce qu'on dit moins, c'est que non seulement on décroche en termes de résultats, mais c'est qu'on a un des 3 systèmes de l'OCDE les plus inégalitaires. C'est de la casse sociale à grande échelle. C'est un vrai scandale national. Et nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est une mesure, je ne vais pas m'étendre parce que la refondation de l'école, il y a plusieurs mesures, mais en tout cas, une mesure importante, c'est de supprimer la carte scolaire. La carte scolaire, ce sont des ghettos. C'est de la reproduction sociale assurée. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit avoir un taux de boursiers identique, fixe dans tous les établissements, en fonction des territoires, et ce qui mécaniquement fera que les établissements dans les quartiers dits difficiles vont atteindre rapidement ce taux et auront plutôt des plus petits effectifs. En revanche, les établissements mieux cotés dans les quartiers, je dirais mieux dotés,
eh bien, devront aller chercher des boursiers. Et au milieu, vous avez les parents qui devront arbitrer entre la proximité géographique ou faire un effort pour scolariser leurs enfants un peu plus loin. C'est aussi la politique économique s'appuyer sur les PME, le capitalisme à visage humain, les moins de 5000 salariés, TPE, PME, ETI, qui emploient 70% des actifs dans le secteur privé. Et c'est concrètement en ramenant les prélèvements obligatoires sur ces entreprises dans la moyenne européenne, y compris les standards, les normes, parce qu'il y a les surtranspositions, c'est pas que l'agriculture, hein, y compris le code du travail, Plus personne n'y comprend quoi que ce soit. 60% des fiches de paye comportent une erreur depuis les 12 derniers mois. Donc, de ramener tout ça dans la moyenne européenne, de laisser les clés aux partenaires sociaux. Parce qu'aujourd'hui, chez les jeunes, il y a une appétence à l'entrepreneuriat, mais qui est bridée par cette politique. Je pense qui profite davantage aux grands groupes. C'est pour ça que nous, on est pour la suppression des aides publiques aux entreprises et de redonner les 100 milliards d'euros dans la poche des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, le système actuel est complexe, illisible et profite aux grandes entreprises qui peuvent contourner les prélèvements obligatoires avec leurs filiales à l'étranger et qui ont les compétences juridico-administratives pour taper un maximum d'aides. Et ça, du coup, ça va favoriser l'entrepreneuriat des start-upers, des jeunes qui se lancent, y compris dans les quartiers, en ramenant massivement les taux sur les standards européens. Alors, Natacha Polony, vous avez parlé de remettre de l'ordre dans le pays. Oui, mais il faut le faire de manière intelligente. Et concrètement, ça passe par quoi? Et je terminerai par là, sur ces questions, je dirais, régaliennes. C'est une nouvelle conception de la peine, c'est-à-dire de limiter la prison aux atteintes aux personnes et à l'État, et tout ce qui est atteinte aux biens, on tape au portefeuille et on tape au porte-monnaie. C'est aussi des peines planchées, des peines courtes planchées, c'est-à-dire quand vous commettez un refus d'obtempérer, même s'il n'y a pas mise en danger d'autrui, c'est automatiquement 1 ou 2 semaines de prison ferme. Si vous commettez un refus d'obtempérer avec mise en danger d'autrui et rébellion et insulte aux forces de l'ordre, ça va être 2-3 mois de prison ferme. Plutôt que d'enchaîner les sursis et les rappels à la loi. Vous allez voir que rapidement, ça va changer la donne et la majorité des jeunes, évidemment, ne sont pas des délinquants et appuieront ces mesures-là. Et pour terminer, et ça c'est le plus important, dans les quartiers difficiles, c'est une minorité de jeunes qui pourrit la vie de milliers d'habitants. Nous, ce qu'on propose, c'est avec une task force interministérielle qui existe déjà, les groupements interministériels de recherche. C'est avec les douanes, avec les services sociaux, avec la police judiciaire, avec, je dirais, tout le kaléidoscope de l'action publique sur le plan éducatif et sur le plan répressif. Eh bien, vous mettez sous cloche ces quartiers et vous extrayez dans la durée ce que les anglo-saxons appelaient les NEETs, c'est-à-dire les jeunes qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation, et vous les mettez dans des structures plus ou moins militarisées qui existent en partie, c'est-à-dire les centres de réinsertion scolaire, les centres EPID, et puis ce qu'on doit refaire, c'est plutôt que les envoyer en prison, en dehors évidemment des peines courtes que j'ai évoquées, c'est des internats avec encadrement militaire, avec 3 modules. Premier module, les compétences de base, lire, écrire, compter. Deuxième module, découverte de métiers avec des entreprises partenaires. Et troisième module, ça va être une formation professionnelle qualifiante. Et enfin, pour terminer, il faut aussi encourager des symboles. Vous savez, vous avez Enda Ayari, qui s'est extraite des griffes de l'islamisme et qui épouse la République et la France aujourd'hui, qui a lancé avec d'autres les Patriotes de la diversité. Vous voyez? Donc, il n'y a absolument aucune fatalité au déclin. Et les jeunes aujourd'hui, je suis certain, au regard de mon expérience, et j'ai de bonne mémoire des années 90, les jeunes aujourd'hui sont davantage prêts au sursaut qu'il y a une trentaine d'années. Maintenant, il va falloir leur donner des signaux et leur donner de l'espoir. Voilà. Donc, le pire n'est jamais certain, le meilleur n'est jamais acquis. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrice. J'ai fait assez court sur l'éducation parce que justement, je pense qu'il faut faire surgir les idées sur la question de l'école, qui est le seul point sur lequel je ne suis pas certaine d'être vraiment d'accord avec vous. Je pense que la priorité n'est pas la question de la carte scolaire, mais je comprends, je pense en effet qu'il va falloir repenser l'organisation globale et la façon dont on répartit. Mais pour ma part, j'ai tendance à penser que le sujet principal, le premier quand on parle d'école, c'est la question des méthodes d'apprentissage, la question des programmes, parce que je pense que les statistiques montrent qu'un enfant qui quitte le CP sans savoir lire a 80% de chances de ne jamais rattraper son retard, et parce que quand on regarde la façon dont le niveau baisse en mathématiques, par exemple, ça se joue
dès le CP et le CE1. Et je pourrais vous faire des comparaisons de manuels scolaires entre les manuels utilisés par l'Éducation nationale et ceux, par exemple, du groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes. C'est un groupe d'instituts qui a fait des manuels scolaires alternatifs. Celui du GRIP, du groupement de recherche sur les programmes, vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire que vous comprenez la pédagogie, ça s'appuie sur la manipulation, sur les parts de tarte, les paires de chaussures, etc. Quand vous regardez les manuels de l'Éducation nationale, c'est incompréhensible, et on comprend pourquoi on ne forme pas d'esprit scientifique. Donc, je pense que la question des méthodes et donc de la formation des enseignants est centrale. Moi, je crois qu'il faut recréer des écoles normales, c'est-à-dire qu'on prend au sortir du bac des jeunes, quitte à payer leurs études pour qu'ils doivent ensuite une part de leur temps à l'État, c'est-à-dire 10 ans, en gros, comme le vieux système des IPES, et on forme des véritables instituteurs. C'est ce qui n'a pas été fait, la masterisation a été une dinguerie. Enfin bon, mais en tout cas, je vous rejoins sur 2 points. Premièrement, sur l'école purement, la question, enfin le fait que nous ayons un des systèmes les plus inégalitaires de l'OCDE est une honte absolue. Et n'importe quelle politique aujourd'hui devrait se regarder tous les matins dans la glace et se dire qu'est-ce que je fais pour lutter contre ça. Et deuxième point où je vous rejoins, j'ai apprécié la dimension positive de votre discours. C'est-à-dire que oui, je crois profondément qu'il y a une attente de sursaut dans la jeunesse. Le thème proposé par l'engagement, c'est comment redonner confiance. Et vous avez raison, la confiance, elle viendra de la capacité des adultes à être dignes, et donc de la capacité des gouvernants à être dignes. Alors, peut-être qu'on peut rester sur cette question de l'école. Et dans ces cas-là, je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être purement sur cette question-là. Y a-t-il une intervention? Je ne sais pas si Jean-Claude Dénéchaud ou Joël Sanchez voulaient prendre la parole. Tu commences, Joël? Moi, j'avais prévu une intervention plus large sur la thématique de l'autorité. D'accord, très bien. L'école en fait partie, bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas si ça vous va. C'est parfait. Parfait. Bon. Et je poursuivrai. Voilà. Alors, je partirai d'abord sur... micro. J'ai peur de mon micro. Ça va mieux avec votre micro. Voilà. Oui, là, c'est mieux. Voilà, ok. Donc, je disais, mon propos portera donc sur la notion d'autorité. Plus précisément, je dirais sur la nécessité impérieuse de réhabiliter cette notion pour refaire société et refaire République. Et aussi, c'est corrélé, le besoin de toute personne, et notamment des personnes les plus jeunes, d'être confrontées à l'autorité. Alors, je commencerai par 3 illustrations et une citation. Alors, dans les 3 illustrations, vous allez reconnaître quelques faits divers, Natacha, que vous avez cités en entrée de ce débat. La plus récente de ces illustrations, c'est, rappelez-vous, le 31 mai dernier, la presse titre « Paris s'embrase après le sacre du PSG en Ligue des Champions ». Les festivités post-match ont donné lieu à des violences, des heurts avec la police, des dégradations du mobilier urbain, des pillages et des saccages de magasins, etc., etc., et y compris des faits tragiques, puisque ça a donné lieu à la mort de deux supporters et un policier en coma artificiel. 563 personnes avaient été interpellées. Et sur ces violences, il y avait, je dirais, aucune cause objective de ces violences. Et ces violences ont été, pour la plupart, l'œuvre de jeunes, malheureusement. Et on peut se demander comment se fait-il que ces jeunes étaient livrés à eux-mêmes dans les rues les plus importantes de Paris et tout simplement pas devant leur télé à la maison avec les parents. Ça, c'est une première illustration. Deuxième illustration, qui est un peu plus ancienne, mais qui ressemble quand même pas mal. Les émeutes suite au décès de Naël.
Naël, vous vous souvenez sans doute, c'est Nanterre, donc un jeune ado de 17 ans qui est tué par un policier suite à l'arrêt de sa voiture, etc. Son décès a donné lieu, là aussi, à des émeutes, des violences qui ont duré plusieurs jours, du 27 juin 2003 au 5 juillet 2003. Le rapport qui en a été fait, le rapport Buffet, 2023, oui, pardon, pas 2003, 2023, bien sûr. Le rapport Buffet qui a été dressé suite à ces événements estime à 100 000 à 200 000 personnes qui ont participé à ces émeutes. Âge moyen, 23 ans. Et une grande partie de ces personnes étaient mineures, donc étaient des jeunes. 4 000 émeutiers avaient été arrêtés, et donc parmi ceux-là, 60% donc, n'avaient jamais eu de problème avec la justice. Troisième illustration, là vous en avez parlé, c'est le décès de la surveillante de collège, Mélanie, à Nogent, par un adolescent de 14 ans, qui sans doute avait des troubles mentaux, mais qui, devant le juge d'instruction, affirme quand même avoir voulu tuer une surveillante, et de toute façon, il aurait tué n'importe laquelle. Il a expliqué ça. Donc, la surveillante qui représente, bien entendu, dans un collège, la figure d'autorité. Ça, c'est les trois illustrations. Et je mets en parallèle une citation plus ancienne, une citation de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher qui dit, le 31 octobre 1987, dans le magazine Women's Own, la société, c'est quoi? C'est qui? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la société. Il n'y a que des hommes et des femmes et des familles. Il n'y a que des individus. Voilà. Alors, pourquoi je mets tout ça en lien? Parce que les trois premières illustrations que j'ai données illustrent, à mon sens, le déclin de toute autorité en France. Et quand je dis la France, ce n'est pas que la France qui est touchée. Le déclin de toute autorité, que ce soit l'autorité de l'État, l'autorité parentale, l'autorité des maîtres, même l'autorité des forces de police, puisque le jeune ado de 14 ans qui a tué Mélanie à Nogent, il y avait 5 gendarmes à côté. Donc, ça ne diffère absolument rien. Et donc, je mets en lien avec Margaret Thatcher. Pourquoi? Eh bien, parce que le déclin de l'autorité, mon analyse est que, enfin, notre analyse au niveau de l'engagement est liée au fait que nous baignons désormais depuis donc, plusieurs décennies déjà dans l'idéologie néolibérale, personnifiée donc par Margaret Thatcher dès les années 80. Alors, tout de suite, je vais préciser qu'est-ce que j'entends par autorité. Parce que l'autorité, c'est quelque chose de complexe et qu'il faut analyser, je dirais, de façon complexe aussi. À l'engagement, on n'a pas peur d'aborder la complexité. Donc, voilà pourquoi on a essayé d'analyser ça. Et moi, j'emploierais comme définition pour l'autorité la capacité de régulation d'un groupe. C'est ça l'autorité. C'est dans le sens de, par exemple, un argument qui fait autorité, etc. L'autorité, ce n'est pas l'instauration d'un rapport de domination. La domination, c'est autre chose que l'autorité. Dès qu'on a un groupe organisé, ce groupe nécessite une régulation, donc une autorité. L'autorité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une relation sociale. Une relation sociale au carrefour entre la psychologie, la philosophie politique et la sociologie. Et comme toute relation sociale, eh ben ça s'apprend.
Ça s'apprend. L'autorité s'apprend dès le plus jeune âge. Et je dirais même qu'elle est la condition même de l'éducation, dans le sens où elle va poser d'emblée des limites au niveau familial, par exemple. Et ces limites contribuent à sécuriser l'enfant qui est en développement et sécuriser aussi plus tard l'adolescent. Quitte d'ailleurs pour l'adolescent, quitte à transgresser ses limites une fois qu'on est ado. Mais je dirais, bon, transgresser des limites, ça prouve au moins qu'on les a repérées, les limites. Et donc, cette autorité permet le développement psychologique équilibré de l'enfant et de l'adolescent, en évitant notamment les crises d'anxiété et les crises d'angoisse. Alors, auparavant, qu'est-ce qui se passait auparavant? Auparavant, les enfants expérimentaient l'autorité à travers la vie familiale d'abord, la vie familiale, mais aussi la vie de groupe. La vie de groupe en classe, bien sûr, mais aussi dans divers autres lieux. Je rappelle qu'auparavant, il y avait des groupes de scouts, par exemple. Il y avait du patronage, que ce patronage soit laïque ou religieux. Il y avait des organisations de jeunesse, parfois liées d'ailleurs à des organisations politiques. Maintenant, tout cela a quasiment disparu. Alors, à quoi a-t-on affaire aujourd'hui? À l'intérieur des familles, nous avons affaire à une nouvelle forme d'éducation, je dirais petit à petit, qui a pris le dessus, qu'on appelle l'éducation positive, mais l'éducation positive qui est un peu dévoyée, qui devient très souvent une éducation permissive, dans le sens où cette éducation valorise uniquement le renforcement positif et évite et veut éviter toute frustration chez l'enfant. Et on a des familles qui vont dans l'application excessive de cette méthode d'éducation qui a émergé dans les années 2000, on va dire. Alors, les défauts de cette forme d'éducation, les gros inconvénients, c'est qu'on a souvent dans les familles maintenant une absence de cadre structuré, un manque de repères, un manque de respect par rapport à l'autorité, de faibles capacités à gérer les contraintes sociales et une faible résistance à la frustration. Alors, si l'autorité n'est pas mise en œuvre dans les familles, n'est pas, je dirais, apprise dans les familles, bien évidemment, à l'école, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. D'autant plus que les expériences de vie de groupe dont je parlais tout à l'heure, autres que scolaires, ont quasiment disparu, sauf les expériences négatives, les phénomènes de bande dans les quartiers. Mais ça, ce n'est pas des groupes, je dirais, exemplaires de ce point de vue-là. Qui plus est, les activités, alors on pourrait dire, oui, mais pourtant les enfants participent à des activités extrascolaires, etc., avec d'autres enfants. Oui, mais souvent ce sont des activités de type sportif ou artistique, majoritairement centrées sur les performances individuelles et sur la compétition. Donc, ça ne va pas dans le sens de l'apprentissage de l'autorité. Alors, que faire? Quelles sont nos propositions par rapport à cela? Comme dans tout domaine, l'école ne peut pas tout. Je pense que c'est une considération générale qu'il nous faut avoir à l'esprit. Il faut arrêter de penser que l'école peut tout faire, peut tout changer, etc. Non, l'école ne peut pas tout. Certes, elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout, encore une fois, et il ne sert à rien, je dirais, de déclamer des espèces de formules incantatoires, comme on entend parfois quand on dit il faut restaurer l'autorité des maîtres. Oui, ben d'accord, mais on fait comment? Donc, nos propositions s'articulent à différents niveaux.
je dirais d'abord au niveau culturel et idéologique, il faut que nous parvenions à réhabiliter l'autorité définie comme je l'ai fait, hein, c'est-à-dire comme instrument de régulation des groupes. Donc, réhabiliter l'autorité comme valeur positive. De même que le savoir, qui doit aussi être réhabilité comme valeur positive également. Parce que réhabiliter le savoir comme valeur positive va renforcer l'autorité de compétence, justement, des enseignants. Il nous faut dénoncer les dérives de l'éducation que j'ai appelée l'éducation positive dévoyée, l'éducation permissive, et l'application excessive des principes d'éducation positive auprès des jeunes parents. Il nous faut aussi, et là c'est plutôt de l'ordre des politiques municipales, favoriser des expériences de vie de groupe au niveau des jeunes, en développant justement, par exemple, toutes les politiques municipales en direction de la jeunesse à ce niveau-là. Alors j'en viens à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? Eh bien, on peut faire beaucoup de choses quand même. On peut travailler sur la règle et la loi dès le plus jeune âge déjà. On peut développer l'éducation à l'empathie dès le plus jeune âge également, comme ça se fait notamment dans les pays scandinaves. Il nous faut absolument revaloriser l'éducation civique et développer l'engagement citoyen par la suite pour les adolescents. Il nous faut aussi développer l'éducation à la coopération, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre d'organiser une vie de groupe, des vies de groupe sereines. Et bien sûr, il nous faut tirer les conclusions de tout cela au niveau de la formation initiale et continue des enseignants. Il y a des choses à changer au niveau de la formation initiale des enseignants, c'est sûr, notamment leur apprendre qu'est-ce que c'est que l'autorité et comment on développe l'autorité dans sa classe, mais aussi la formation continue des enseignants, c'est-à-dire ceux qui sont en poste. Dans l'espace républicain, il nous faut restaurer ce qu'on appelle l'autorité républicaine. Alors, l'autorité républicaine, le problème, c'est qu'elle va, je dirais, nécessiter, elle va supposer un personnel politique et une police irréprochable. Sinon, ça a du mal à fonctionner, l'autorité républicaine. Et une justice juste et réactive. Donc, ça veut dire d'y mettre les moyens, mais aussi d'y mettre la formation. Là aussi, je pense à la formation des policiers, notamment. Parce que le contact avec les jeunes, ça s'apprend quand même. Toujours au niveau plus large, je dirais, il nous faut aussi restaurer la souveraineté nationale et populaire. Alors, quel rapport, vous allez me dire? Il y a un rapport, je dirais, très net, parce qu'en droit, la souveraineté, c'est le principe de l'autorité dite suprême. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus. C'est le droit absolu d'exercer l'autorité. La souveraineté, c'est le droit absolu d'exercer son autorité sur une région, un territoire, un pays, une nation, etc. Donc voilà où on en est au niveau de notre réflexion sur l'autorité. Merci beaucoup, cher Joël. Merci, c'était extrêmement intéressant. Je retiens en effet votre définition de l'autorité et votre critique de l'éducation positive. Je crois que, en fait, sur la question de l'autorité, moi aussi, j'ai toujours été agacée par les discours. Je me souviens de Nicolas Sarkozy expliquant qu'il faut rétablir l'autorité des maîtres. L'autorité, elle vient de la légitimité. Et je crois que un des points essentiels, c'est de faire en sorte que la puissance publique, et en particulier l'éducation nationale, rétablisse cette idée de légitimité. C'est-à-dire que le professeur, quoi qu'il arrive, est légitime à imposer des choses aux élèves. Or, je suis passée par les instituts de formation des maîtres, où j'entendais les phrases les plus débiles, mais des classiques, hélas, du genre « vous avez plus à apprendre de vos élèves que vos élèves de vous ». Ce genre de choses qui, justement, détruit le métier même
d'enseignants. Et je pense qu'en fait, la question, c'est celle de la place de la puissance publique face aux individus. C'est de rééquilibrer le rapport entre l'individuel et le collectif et de considérer que la promesse républicaine, à savoir l'idée de méritocratie, l'idée de réussite individuelle en fonction de ses mérites, a comme corollaire le fait que nous ne sommes pas des individus purs, nous agissons dans une société. Et donc c'est tout cet équilibre qu'il va falloir reconstruire. Donc je vous rejoins assez, et je vous rejoins aussi sur un point, donc l'éducation positive, c'est-à-dire, et c'est ce que j'avais essayé de dire dans mon propos liminaire, la question de la responsabilité des adultes. Le problème, c'est d'avoir des adultes qui, en fait, n'ont pas envie de se coltiner l'éducation des enfants. C'est très pénible d'éduquer des enfants. Je cite souvent comme exemple le fait que moi, j'ai passé des années sur la plateforme, dans tous mes voyages en train, sur la plateforme, pour que mes enfants qui pleuraient ne dérangent pas un wagon entier. À partir du moment où on considère qu'un enfant peut enquiquiner un wagon entier en hurlant et que ce n'est pas grave, je pense qu'on ne joue pas son rôle d'éducateur. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que oui, cette question de l'autorité me semble absolument essentielle, et vous avez eu raison de terminer sur la question de la souveraineté, c'est-à-dire du stade ultime de la légitimité, en fait. On va peut-être continuer avec Jean-Claude Denéchaud pour prolonger donc cette réflexion. Je note un point quand même dans les messages qui apparaissent sur le côté. Marie-Noël P a parlé de quelque chose de très intéressant aussi, le poids des familles monoparentales. Et je pense que des politiques publiques qui enfin aiderait réellement les familles monoparentales, ça jouerait un rôle extrêmement important, là aussi, dans la capacité de l'ensemble de la société à répondre aux impératifs que nous posent les nouvelles formes de famille. Voilà. Je vous passe donc la parole, Jean-Claude. Bon, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Joël en me concentrant plus sur le niveau collège. Je pense que c'est un niveau où beaucoup de choses se jouent. Donc c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures, mais je me suis, forcé à le concentrer à un résumé de 4 minutes 30. J'ai mesuré avant, parce que je sais que Manuel a dit qu'il fallait quand même faire attention, pas trop dépasser les limites. Donc voilà, je vais commencer par une devinette, si vous voulez bien. Qui suis-je? Je peux me montrer tyrannique, je refuse la frustration, je rejette les règles et les contraintes. J'entre souvent en conflit avec l'autorité, je gère mal mes relations avec les autres, je me replie sur moi-même. Je provoque, je transgresse, je doute de moi, je peine à construire mon image. Je suis en quête de repères, mais ne les trouve pas. Je ressens un mal-être diffus, un vide intérieur. Je peux devenir violent, insensible à l'autre, en manque cruel d'empathie. On peut parler là de santé mentale, comme on dit. Qui suis-je? Macron. Alors, c'est pas lui, c'est encore plus jeune. Je suis, ça pourrait être lui, hein. Je suis un adolescent à qui, pendant l'enfance, on n'a pas su dire non. Un jeune à qui on n'a pas donné un cadre structurant et rassurant dont tout être a besoin pour sa construction. Donc, ça vise plutôt un adolescent. La difficulté, voire cette peur de poser des limites, traverse aujourd'hui bien des familles, comme disait Joël. Mais aussi, et c'est plus grave encore, l'ensemble de notre société. Elle atteint l'institution scolaire elle-même, qui peine à dire non fermement quand il le faut, et réagit souvent un peu trop tard. Les conséquences psychologiques sont majeures, en particulier au collège, car c'est entre 11 et 15 ans que les personnalités se façonnent. Et ce lieu qui devrait structurer et sécuriser devient trop souvent un espace instable, insécurisant, parfois destructeur. Et on a cité des exemples tout à l'heure, de violences gratuites, sans empathie, etc. Dans une majorité de collèges publics, un chahut endémique s'installe. Une minorité d'élèves, donc plus jeunes que ceux dont parlait Patrice, une minorité d'élèves, souvent en grande souffrance psychique, saccagent des heures de cours, parfois après avoir été exclus de plusieurs établissements. Poly-exclus sans limite, ils passent de collège en collège en y laissant à chaque fois des traces. Le résultat, des cours empêchés, des apprentissages bloqués, un climat délétère qui empêche l'émancipation, la transmission des savoirs, la construction d'une culture commune, la formation de citoyens éclairés, etc. Et surtout,
des inégalités qui explosent. Ces perturbations accentuent factuellement le tri social maintes fois constaté dont on a parlé tout à l'heure. Dans cette école sans cadre, ce sont les enfants des milieux les plus favorisés, souvent renvoyés dans le privé, comme ceux de nos responsables politiques, qui réussissent encore à s'en sortir. Pendant ce temps-là, les autres, les plus fragiles, les plus méritants parfois, se sentent coupables. Ils pensent que leurs échecs sont de leur faute, et à 12 ans, certains ont déjà perdu confiance. Confiance en eux, confiance en l'avenir. Alors que faire? Moi, j'ai la proposition que je vous soumets, elle est loin de faire consensus. Même Joël, mon camarade de l'enseignement, il doute de sa pertinence. Mais cette proposition est concrète et rapide à mettre en place. C'est la création d'un collège alternatif sport-études par département avec internat. Donc, pas l'internat comme cité par Patrice, mais c'est pour des enfants plus jeunes, un internat beaucoup plus éducatif. Un lieu structurant, sécurisant, pour accueillir pendant 1 an ou plus les élèves convoqués à 2 conseils de discipline. Un espace où ils pourraient retrouver des repères, un cadre, des règles claires, et surtout des adultes en mesure de les faire respecter avec bienveillance. Ces collèges seraient une bouée pour les élèves les plus en difficulté d'adaptation. Ça concerne environ 1 élève sur 200. Et ils offriraient à tous les autres la sérénité nécessaire pour travailler, apprendre, créer, coopérer. L'institution scolaire retrouverait une autorité partagée, validée par la communauté éducative, dans des conseils de discipline où siègent professeurs, personnel, parents et élèves. Et le coût, si on parle toujours du coût, le prix d'un tel dispositif serait infime comparé au gâchis actuel. Plus de 4 milliards d'euros par an perdus en heures de cours non efficaces. 200 000 professeurs enseignent en collège public, multiplié par 50 000 euros de salaire annuel, ça fait 10 milliards. Et si on estime, et je suis pas loin du chiffre, on estime environ à 40% de pertes de cours dont les bénéfices passent par la fenêtre. Donc, ça équivaut à 4 milliards. C'est 40% de cours non efficaces, ça équivaut à 4 milliards, environ. Et sans parler, bien sûr, du coût social, délinquance, addiction, dépression, burn-out des enseignants, et bien sûr, par conséquent, difficulté de recrutement. Personne ne veut travailler dans des conditions comme ça. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des vies gâchées. Et aujourd'hui, je constate depuis plusieurs années, c'est un déni généralisé dans tous les partis politiques. On ferme les yeux par peur d'être accusé de facho. On laisse à l'extrême droite le monopole de la parole sur l'autorité. Sauf Joël, mais il n'est pas d'extrême droite. Je pense pas. Et les experts, souvent éloignés du terrain, continuent de proposer des formations supplémentaires aux enseignants. Ils proposent que ça, des formations supplémentaires, dont parlait Natacha tout à l'heure. Mais moi, je suis persuadé qu'elles sont insuffisantes si on garde le même contexte dans les classes. Moi, je connais des centaines de professeurs qui ont essayé plein de méthodes actives, innovantes, etc., qui étaient super bien formés. Mais au bout de 1 ou 2 ans, ils arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus parler, les élèves s'insultent, ils se tapent dessus, etc., etc. Donc, je pourrais en parler des heures. Donc, j'ai fait un petit résumé. Et moi, je pense, l'école normale dont parlait Natacha avec Joël, on y est passé aussi. Donc, on sait comment ça fonctionne. On sait que c'est très positif. Et la formation des enseignants, c'est vrai qu'elle pêche par trop d'intellectualisme, etc., etc. Et je pense qu'il est urgent de s'emparer de ce problème de chahut dans les classes, hein, pour donner confiance et espoir à la jeunesse. Moi, je pense que c'est un problème central. 4 minutes 30, c'est bon. Merci Jean-Claude et bravo. Je vais passer la parole à Stéphane Saint-André tout de suite, mais juste je voulais commenter votre propos parce que j'y souscris totalement. Il faut toujours rappeler que dans les enquêtes PISA, un des points essentiels, c'est que la France est dernière du classement en matière de discipline dans les classes. C'est-à-dire qu'en gros, il est impossible de faire cours dans un contexte de calme. C'est évidemment lié à l'éducation des enfants. Alors, je vois que sur les messages, Olivier Andrieux a posé la question du mot éducation nationale en disant « Mais pourquoi emploie-t-on ce mot? L'éducation, ça relève des familles. » J'ai longtemps pensé ça et j'avoue que je ne suis
je ne suis plus d'accord. Pourquoi? Parce qu'il suffit de relire la lettre de Jules Ferry aux enseignants pour comprendre que ce qu'il attend des professeurs, c'est aussi qu'ils soient des modèles. Et que je crois que l'éducation, elle se passe aussi à l'école et dans la façon dont ces modèles vont permettre aux jeunes de s'identifier et dans la façon dont on fait passer des valeurs. Je crois que la morale laïque, elle s'enseigne à l'école. Je ne prends pas la parole plus longtemps pour l'instant, je laisse la parole à Stéphane Saint-André. Merci. Oui, je suis absolument d'accord avec les deux dernières interventions, les trois dernières même, sur l'éducation et l'instruction des enfants. Et je voudrais revenir sur les propos de Joël Sansen sur l'autorité. L'autorité est importante aussi pour toute la vie, puisque ça forge aussi le caractère et ça forge aussi, à mon sens, l'esprit critique. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui à la plupart de nos jeunes. Et l'autorité, c'est important. Certains vont la chercher. On en a parlé beaucoup il y a quelque temps lorsque beaucoup de jeunes partaient combattre aux côtés de l'État islamique. Cette recherche d'autorité dans la religion, parce qu'il y avait ce besoin d'autorité qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils ne trouvaient plus dans leur famille ou à l'école. Et donc, il est effectivement important de rétablir cette autorité et c'est valable évidemment pour toute la vie. D'accord aussi sur l'abandon définitif de ces méthodes d'éducation permissive. Et d'accord avec Natacha qui citait l'exemple des enfants. Moi, j'ai fait la même chose avec les miens dans le train. Effectivement, c'est insupportable de voir des parents ne pas réagir au bout d'un moment, évidemment, dans une certaine limite, au bout d'un moment au cri de leurs enfants. Voilà ce que je voulais ajouter pour l'instant. Alors, Stéphane, tu peux garder la parole, hein, Stéphane. Oui. Alors, je reprends la parole 30 secondes. On ne t'a pas Oui. présenté quand tu étais arrivé parce que je te cherchais parmi les participants. Non, j'avais prévu de mon retard. Oui. Donc, Stéphane est coprésident de l'RDG. La dernière fois, on avait reçu Isabelle Amalio-Terris. Donc, voilà. Là, on a l'autre membre du binôme président. L'autre morceau. Ouais. Tu peux garder la parole, je t'en prie, et on la donnera à Georges après. Oui, mais alors, les radicaux, évidemment, on va parler de laïcité. Ça, c'est pas nouveau dans notre discours, mais elle est partagée aujourd'hui avec tous, je pense, enfin avec tous, tout au moins chez les démocrates. Le contexte, cela dit, a changé. D'aucuns voudraient la modifier, l'amender. Nous pensons qu'elle n'est pas modifiable et qu'elle doit rester intangible. Ça, c'est la première chose. Dire aussi que tout à l'heure, on parlait d'éducation tout au long de la vie. Il y a la formation continue, il y a tout un tas d'outils qui sont aujourd'hui à l'abandon parce que il y a des coupes budgétaires de l'État qui sont importantes et donc voilà, l'argent c'est quand même quelque chose d'important. Il y a peut-être des structures à créer avec tous les acteurs de l'éducation, des structures à créer avec les municipalités, avec les élus, pour justement s'occuper en dehors de l'école et de la cellule familiale, de s'occuper aussi de formation continue, avec les associations d'éducation populaire également. Il y a beaucoup de ressources en réalité, beaucoup d'acteurs qui œuvrent sur le terrain et qui ne sont pas forcément coordonnés. Et ça peut donner lieu à la création d'un service, peut-être des services civils qui, alors je ne parle surtout pas de services militaires évidemment, hein, ça n'aurait bien entendu aucun rapport avec l'ex-service national, mais quelque chose qui pourrait concerner tous les jeunes sans exception,
qui auraient un rôle d'intégration, de prévention, de préparation professionnelle et qui pourraient aussi soulager les missions annexes des services de protection et de sécurité. Voilà, on en a, nous, discuté, alors le sujet est vaste, hein, on en a discuté longtemps, mais oui, on fait le même constat et le rétablissement de l'autorité, c'est important. L'apprentissage de la vie républicaine, c'est important. Et donc, c'est un point essentiel, la continuité éducative. Voilà, il n'y a pas effectivement que l'école, même si cela a énormément d'importance à nos yeux. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant, Vincent. Et Natacha. Merci beaucoup, cher Stéphane. Nous allons passer la parole à Georgie. Je reviens tout de même, enfin, après l'intervention de Georgie, je reviendrai sur un sujet qui, en fait, est sur une remarque qui est faite par Pierre-Alain Lenoble et qui est tout à fait juste, à savoir que c'est vrai que nous parlons là d'éducation, nous parlons d'école. Le sujet proposé, c'est bien la question de l'espoir, redonner espoir et confiance à la jeunesse. C'est pour ça que j'avais insisté dans mon introduction sur la question économique, c'est-à-dire que je ne vois pas comment les jeunes peuvent avoir confiance et avoir de l'espoir dans une société qui est économiquement orientée vers les plus vieux. Je veux dire, le fait de savoir qu'on va pouvoir s'installer dans la vie, acheter son logement, qu'on va pouvoir réussir en fonction de ses mérites et de son envie, c'est extrêmement important. Et le fait de vivre dans une société qui se projette dans l'avenir, c'est-à-dire qui prend en compte le temps long, est aussi extrêmement importante. C'est pour ça que j'avais esquissé aussi la question de l'écologie. Elle a été d'ailleurs reprise aussi par Patrice Huiban et ça me semble très important. Mais c'est vrai que la question centrale peut-être, et on va y venir, c'est la question du discours que nous tenons à la jeunesse. Alors ça a été abordé aussi par Joël et même Stéphane, vous l'avez évoqué également. Vous avez évoqué la recherche d'autorité dans la religion de la part des jeunes qui partent pour Daesh. Je vais juste vous citer et après je passe la parole à Georges. Mais j'ai un souvenir qui m'a marqué et qui me semble devoir orienter une réflexion. Souvenez-vous, à l'automne 2014, on reconnaît sur une vidéo de Daesh un jeune parti en Syrie qui égorge et qui décapite des otages. Ce jeune vient d'un petit village du bocage normand qui s'appelle le Beauroger-en-Roumois. Et il y a quelque chose de vertigineux à se dire qu'un gamin du Beauroger-en-Roumois est parti décapiter des otages en Syrie. Et je me souviens encore de l'interview faite du maire de ce petit village qui était effondré. Et le malheureux disait « Mais enfin, je ne comprends pas, nous faisons tout pour la jeunesse, nous avons créé une salle de sport, un skatepark. » Et j'avais trouvé ça terrifiant parce que totalement dérisoire. C'est-à-dire que ce maire qui faisait de son mieux ne comprenait pas que si notre société n'a proposé à la jeunesse que des skateparks, on est foutu. La question, c'est de savoir quel espoir, quelle vision nous offrons à notre jeunesse, qu'est-ce que nous avons à faire ensemble et comment nous leur proposons un avenir, quelque chose qui va les embarquer. Je crois profondément que nous avons tellement renoncé à l'idée d'offrir des modèles à nos jeunes, et notamment d'ailleurs à travers l'école. Autrefois, des gamins pouvaient s'identifier aux récits qu'on leur faisait du chevalier Bayard, etc. Là, qu'est-ce qu'on leur laisse ? Rien, de telle sorte qu'ils se reportent soit vers les super-héros de Marvel, soit vers Daesh. Je résume un peu, mais c'est ça le sujet. Donc la question, c'est quel discours nous avons à tenir à la jeunesse ? Et le fait est qu'aujourd'hui, la jeunesse... il y a une partie du Rassemblement national qui lui parle, il y a la France insoumise qui parle à une partie de la jeunesse aussi, mais nous devons nous poser la question de ce que nous avons à dire à des jeunes gens. Alors, Stéphane, vous avez levé la main, peut-être, oui, très, très rapidement avant de donner la parole à Georges. Oui, c'est juste une précision pour aller dans votre sens. On avait les statistiques à l'époque, j'étais à la commission de la défense, j'étais député,
et on avait les statistiques de ces gamins qui étaient partis en Syrie pour la plupart, eh bien, la majorité n'était pas religieux. La majorité n'était pas musulman. Il y avait beaucoup d'athées. Et donc, on voit bien que c'était juste une question d'autorité, et pas seulement, et pas en premier lieu une question de religion. Voilà, c'est important de le préciser. Merci beaucoup. George, je te passe la parole. Et bonjour à tous, merci à l'engagement, à Vincent et à vous tous d'avoir organisé ce débat sur le sujet, comme l'a dit Natacha, qui est extrêmement important et qu'on n'aborde pas de manière sérieuse, si ce n'est en cochant la case au moment des élections. Ah oui, il faut faire le discours sur la jeunesse, il faut dire quelque chose. Et tout ce que a dit Natacha Polony, et je suis à 100% d'accord, c'est le discours à la jeunesse qui manque et quel est l'avenir. Et en fait, moi, je comptais me focaliser sur le premier point, c'est à quel modèle de société, enfin, qu'on a un modèle de société qui est facteur de déstabilisation et comment faire une société qui soit un facteur de stabilité pour la jeunesse. Et ce qui a été dit est tout à fait juste. On a une société qui est pour les vieux. Ah, c'est une société entièrement dédiée aux vieux, et le Covid, ça vous avez raison de le dire tout à l'heure, a créé des souffrances qu'on ne comprend pas bien, mais peut-être plus profondément encore, en dehors des souffrances individuelles, psychologiques pour certains, c'est qu'une génération s'est rendue compte, comme l'a dit tout à l'heure Natacha, qu'on peut sacrifier un pays pour des vieillards. Alors, je crois que tu t'es juste trompé, Natacha, c'est pas 65 ans, c'est la moyenne d'âge, c'est 83 ans. Des décès. Oui. Vraiment, là, on est au-delà du... C'est la jalousie, quoi. Bon, sacrifions les jeunes, enfermons-les, tant pis pour leurs études. Donc, c'est un vrai choix qui montre dans quel sens va la société. Et c'est une société de vieux aisés. Juste une remarque, parce qu'a dit tout à l'heure Patrice Suiban, alors je ne suis pas tellement d'accord, en fait. On n'a pas le même conseil, je crois qu'on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 52 ans et j'ai eu 18 ans en 91. J'ai 3 enfants, dont une qui est 19 aujourd'hui. Je ne vois pas la jeunesse plus engagée. Et ça dépend de comment on parle, parce que je pense que la question des classes sociales est importante ici. Il y a une jeunesse bourgeoise et une jeunesse des classes éduquées supérieures, dont je crois que nous faisons partie plus ou moins tous ici, et la jeunesse populaire prolétarienne. Et ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes aspirations, ce n'est pas les mêmes angoisses. Et si on prend la jeunesse classe moyenne aisée, intellectualisée, bourgeois des grandes villes de Paris, de France comme Paris, non, elle est moins engagée. En les années 90, tout l'humanitaire a été bâti après l'effondrement de l'URSS sur des jeunes qui ont voulu créer des associations humanitaires, qui maintenant existent. Quand on parle à des jeunes aujourd'hui, l'environnement, oui, c'est une question importante pour eux, mais sous la forme de l'angoisse. Et c'est un des sujets que vous avez abordé, c'est surtout l'angoisse. Et on leur présente une vision quasiment millénariste, comme on peut avoir à l'an 1000, la comète va nous tomber du ciel, on ne peut rien faire, c'est terrible, c'est la fin. Donc c'est plutôt sous forme de l'angoisse qu'ils le vivent. Sur les questions sociales, il y a quand même, c'est pas extraordinaire. Je veux dire. Et alors sur qu'est-ce qui se passe au fin fond de l'Afrique, franchement, vous voyez des jeunes qui sont passionnés par cette question. Dans les années 90, c'était un sujet quand même, même si ça n'a pas donné grand-chose, les jeunes étaient choqués par ce qui pouvait se passer, des inégalités dans le monde. Alors, modulo ce qui se passe maintenant à Gaza, et la principale question qui intéresse cette jeunesse, c'est quand même une question sociétale, massivement, devant toutes les autres. Donc voilà, problème de cette société qui est tournée vers les vieux, et donc c'est la précarité et le pouvoir d'achat de la jeunesse. C'est une catastrophe. En termes d'insertion dans la vie professionnelle, de construction de son avenir, d'accès à un emploi dont on peut avoir un travail qui permet de vivre dignement. Ne parlons pas d'avoir une famille, c'est-à-dire d'acheter un logement en correspondance pour avoir une famille. Tout ça n'est pas au rendez-vous et évidemment extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on a ce mouvement assez terrible aussi du pas d'enfant. Je veux pas d'enfant. Bon, parce que cette angoisse millénariste, mais aussi parce que comment
soutenir le choc financièrement, alors que c'est déjà la précarité pour beaucoup de jeunes. Donc on a, alors, je suis d'accord avec ce que Natacha a dit aussi tout à l'heure, les familles sont défavorisées, alors, monoparentales ou normales. Il n'y a pas réellement de politique nataliste dans notre pays. Il n'y a pas de soutien, en particulier aux jeunes. Et donc, une des mesures que je pense qui serait intéressante et bonne, et qui serait dans une logique keynésienne, c'est le soutien aux jeunes qui s'installent par des prêts à taux zéro, par un soutien, mais fort sur le premier enfant. Pas des demi-parts d'impôts qui ne représentent rien, puisque les salaires sont miteux. C'est pas engageant. Mais si vous dites, si vous faites des prêts à taux zéro, qui a un versement d'une certaine somme, et que ça donne un avantage sur les retraites pour les femmes, sur l'amélioration de leur retraite si elles veulent continuer à travailler plus tard, ou que ça réduit le temps d'entrée en retraite, on commencerait peut-être à avoir quelque chose et des jeunes qui se diraient on s'intéresse à nous et comment est-ce qu'on peut avoir des enfants. Pas entièrement d'accord avec le point principal qui est très important pour l'engagement, c'est la question de l'économie et de l'industrie. Dans un pays désindustrialisé, il n'y a pas de il y a de moins en moins de bons emplois, en particulier dans ce domaine. Ça n'invite pas à construire l'avenir. Et même, quand je parle d'industrie, je ne parle pas que de ceux qui seraient ouvriers ou des techniciens spécialisés. Je parle des ingénieurs. J'ai un neveu qui est un génie. Il a fait Maths B à Louis-le-Grand. Il a fait une grande école. Formidable. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ah ouais, mais tu veux faire quoi? Ah, je veux faire ingénieur, au sens je veux faire des trucs. Des fusées qui vont, des machins qui creusent. Il veut faire des choses. Ouh là là, c'est compliqué les débouchés. Donc, ce qu'on lui promet, dès l'entrée à l'école, c'est qu'il va finir chez Deloitte à vérifier, à comprendre les fiches et les trucs que vont lui envoyer des ingénieurs indiens qui, eux, vont faire le travail. C'est ultra démotivant. Vous avez 20 ans, vous avez bossé comme un sourd et on vous dit « Ah, bah attends, c'est pas sûr que tu trouves du travail. » En ayant ce parcours, c'est pas possible en fait. Bon, là, il y a un vrai souci. On a un souci, je pense je ne sais pas si on peut le régler, c'est qu'on est un certain nombre ici à être parents, avoir des enfants encore jeunes. On est les premiers parents de rupture anthropologique entre une société organisée avec des téléphones et du numérique et une société qui n'était pas. C'est-à-dire que nous, on est les cinquantenaires, on est les derniers quarantenaires, on est les derniers mohicans d'une époque où ça n'existait pas jusqu'à ce qu'on ait 20 ans. Ça change, apparemment, ça change même les connexions neuronales. Donc, c'est vraiment très, très, très différent. Bon, ça a des effets, mais ça a des effets tels, faut en prendre compte, parce que ceux qui ont des enfants savent quelle est la lutte, mais permanente, contre les écrans. Et puis, avec une société complètement schizophrénique, où on vous dit, ah là là, il faut limiter les écrans pour vos enfants quand vous rentrez en 6e, et puis vous apprenez que, mais pour consulter les devoirs, les ENT et toutes les dingueries numériques qui sont, si ça pouvait être supprimé, ça, franchement, pour l'école, et revenir au cahier de texte et la relation directe entre l'élève et le prof, et tous les profs, moi, je deviendrais fou, je me demande tous les parents se stressés pour la moindre virgule qui a été écrite, qui n'est pas gentille, mon fils est Sidonie a craché au visage. C'est l'horreur, c'est dingue. Pourquoi faire, en fait? Et en plus, on leur dit, ah oui, mais les devoirs seront sur le téléphone portable. Voilà, bon, super. Donc, il faut avoir un téléphone portable en 6e, alors qu'on lutte contre. Bon, c'est assez extraordinaire. Et il faut noter qu'en Chine, quand même, qui n'est pas non plus le pays le plus démocratique qu'on puisse imaginer, l'épidémie était telle que le Parti communiste chinois a décidé que c'est fini, c'est 1 heure par jour, avec reconnaissance faciale, ce qui fait que ça a sauvé des dizaines de millions de parents chinois qui disaient « Ah, c'est pas moi, c'est Xi, c'est pas lui, c'est le chef qui a dit « un peu plus ». Parce qu'ils n'y arrivaient pas, c'est en Chine. Bon. Et donc là, c'est quelque chose qui mais je n'ai pas trop personnellement d'idées sur comment faire, parce que c'est un changement anthropologique majeur. Ce qu'a dit aussi Natacha, il me semble, c'est le problème de l'individualisme et qui nous vient par le seul vrai grand remplacement que connaît notre société, le grand remplacement de la culture américaine,
qui dévore tout, du management d'entreprise à faire que les 3/4 de nos dirigeants et de nos responsables politiques sont passés par des institutions américaines et que nos gamins sont nourris à Netflix. Et donc, on a des structures, des modes de pensée. Et j'ai été marqué par ce que tu as dit sur la question de tuerie de masse. Oui, c'est une contagion. C'est exactement ça, parce que, comme les questions de communautarisme, nous qui sommes tous, je crois, ici très, très fortement attachés à la laïcité, et le problème, c'est que quand tout ce qui passe, ils ont le droit, c'est des anglo-saxons, c'est leur monde, donc même quand ils font des films médiévaux fantastiques, ils voient le monde à travers leur prisme, qui est un prisme communautariste. Ils ont bien le droit. Mais voilà, nos enfants sont nourris à ça, plus qu'à nos discours et à nos textes sur la laïcité. D'où une forte incompréhension. Je pense qu'il est extrêmement important, et donc ça rejoint le discours sur la jeunesse, ce qui est à venir, c'est la fierté de la nation. C'était plusieurs à le dire, c'est quelque chose qui, je pense, est absolument central. Sinon, effectivement, comme tu l'as dit, Natacha, ce sera le modèle, ce sera Daesh Marvel. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un modèle quelque part. Or, une France où on ne peut rien faire, on ne peut pas, c'est trop petit, tout seul on ne peut pas, non, c'est Washington qui va décider dans tous les domaines. Ce que voient les jeunes, c'est être français, c'est pas intéressant. Donc, il ne faut pas s'étonner aussi que dans des zones de relégation et de quartiers perdus de la République, si les Français ne sont même pas fiers d'être Français, bon, pourquoi vouloir être Français? Enfin, c'est assez logique. Ce qui amène et je vais bientôt finir, rassurez-vous, sur le point de l'autorité. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Joël Sansen, juste que je ne prendrai pas les cas. Vous avez cité des cas, mais le pire, c'est pas ça. Bon, d'autres l'ont abordé, c'est que dans les classes du 6e arrondissement, les profs ne peuvent pas faire cours. C'est trop de bordel en classe. C'est ce que disait Natacha tout à l'heure. On est dernier en termes de discipline en classe. Mais pas que dans les zones difficiles, au cœur des quartiers les plus chics de Paris. Les profs n'y arrivent pas. Je me souviens de l'article que Natacha avait écrit un jour dans Marianne sur les parents qui ne dressent pas les enfants qui crient dans les restaurants. Bon, c'est comme les trains, c'est insupportable en fait, mais voilà, c'est ça. Ou c'est une amie enseignante qui me dit, encore une fois, elle a eu le cas d'un élève qui est arrivé avec des parents immigrés, lui de Bamako, et il a fait aussi une partie de l'école de Brousse, et il est arrivé en classe, au collège, comme ça. Il écoutait, limite il se levait quand la prof rentrait, il écoutait et notait tout. En 3 mois, il a été corrompu. Parce qu'il était l'abruti qui écoute en classe et qui n'est pas cool à mettre le chaos. Sur l'autorité, c'est la plainte, alors c'est peut-être ça va vous choquer, mais c'est la plainte des militaires sur du 8e RPIMA, les 4 militaires qui ont fait part de brimades. De harcèlement, mais c'est le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, du 11e brigade parachutiste, c'est des unités de choc. Oui, j'ai fait l'armée justement dans les régiments parachutistes d'infanterie de marine, et oui, c'est un petit peu... ça pousse au cul un petit peu, comme on dit. Et puis, c'est pas toujours c'est assez fleuri et donc, c'est aussi pour ça que je n'étais pas d'accord avec ce que dit Patrice Suivant sur le recrutement. Au contraire, on a un grave problème. Beaucoup de jeunes se présentent, mais on a énormément de démissions, y compris dans les écoles difficiles comme les écoles de gendarmerie, et ils s'insirent. Il y a des jeunes qui font 6 mois, puis c'est trop dur quand même. Et donc, nous, moi, je propose un retour au service national, mais pour le coup complet. Service national à composante militaire d'1 an, mixte, obligatoire. Et quand on dit national à composante militaire, donc sur un classe d'âge qui fait 800 000 jeunes, c'est 600 000 qui sont dans la protection civile, les pompiers, la police, la gendarmerie, les associations d'utilité publique. Et je pense que c'est en termes d'autorité, mais aussi de responsabilité. Parce que je pense que les jeunes ont envie qu'on leur fasse confiance et qu'ils montrent qu'on peut faire quelque chose. Et que ce soit rémunéré, et que ce soit un premier emploi, et que ce soit la manière de lutter contre l'exploitation que font certaines multinationales des jeunes en les traînant de stage en stage. Vous faites 1 an, par exemple, je ne sais pas, à l'ONF. Vous avez 3 mois de formation, et vous rejoignez une équipe, et pendant 9 mois, vous vous occupez de la forêt, des Ardennes, voilà, ou de Fontainebleau.
Et toute votre vie, vous pouvez vous dire à vos gamins, on s'est occupé de la forêt, vous apprenez des choses et vous faites réellement quelque chose qui est utile pour la collectivité. Les exemples sont multiples. Voilà. Enfin, sur la sécurité, effectivement, il ne faut pas laisser ce sujet à la droite, et en particulier à l'extrême droite. Et je pense qu'il faudrait venir à ce qui a été proposé à une époque d'ailleurs par Ségolène Royal, qui avait été fortement critiqué, c'est un retour aux maisons d'éducation fermées. Et effectivement, le retocage, alors je n'ai pas un amour fou pour Attal, mais que le Conseil constitutionnel retoque les mesures proposées par M. Attal sur la réflexion sur la division par 2 des peines et de ne pas laisser des récidivistes dans la rue, se soit retoqué, c'est vraiment pas un bon signe pour la jeunesse. Voilà. Rapidement sur les différents points, mais voilà, la question principale est quel avenir donner, et l'avenir, c'est pas juste un avenir pour la jeunesse, c'est un avenir pour toute la France. Donc c'est faire fierté, réindustrialisation et faire nation. Merci beaucoup. Merci, Georges. Oui, sur l'ensemble des sujets que tu as brassés, je retiens la question qui n'avait pas été évoquée avant et qui est tout à fait judicieuse, du poids du soft power américain. Et en parallèle, mais en fait, ça va avec la question du communautarisme et donc le poids de l'ensemble des influences venues de l'extérieur. J'ai toujours été très étonnée de voir à quel point les parents acceptent que leurs enfants reçoivent des influences qu'ils ne maîtrisent absolument pas, jusque dans leurs mains à travers le téléphone, mais avant ça, c'était à travers la télévision. Et je pense que ça rejoint la question cruciale de la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Parce qu'en fait, tant que nous accepterons que des plateformes utilisent des algorithmes que nous ne maîtrisons pas pour influencer nos gamins, nous ne pourrons pas transmettre notre vision du monde. Je veux dire, tu as tout à fait raison, la vision de la laïcité à la française, ça se défend, mais ça se défend par un soft power aussi. Or, nous ne pouvons pas, puisqu'en effet, les séries Netflix, même Disney, etc., tout cela biberonne nos gamins. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Et je rejoins également ton propos sur la question de la fierté que nous avons à donner en notre pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter un discours à la jeunesse si ce n'est pas un discours de patriotisme, c'est-à-dire un discours qui va les inciter à croire en notre projet de société. Donc c'est pour ça que la question de la jeunesse rejoint en fait l'ensemble de la vision qu'on peut porter de la France. En effet, il faut embarquer les jeunes dans l'idée que nous sommes un pays qui a un projet de société qui est positif. Je pense que nous avons une voix à porter dans le monde et finalement, l'ensemble des sujets se rejoint. Par exemple, là, la victoire absolue du discours néoconservateur sur les questions géostratégiques, c'est un naufrage. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir embarquer nos jeunes si nous ne sommes pas capables de leur dire que la France a une vision spécifique des relations internationales et que cette voix doit être entendue parce qu'elle est attendue par toute une partie du monde. Donc, c'est pour ça que c'est en effet un sujet global. Je vois que le temps file. Vincent, peut-être peux-tu nous dire, est-ce que quelqu'un veut encore prendre la parole? Y a-t-il d'autres interventions? Merci à tous. Alors, les questions ont été abordées dans le chat et répondues, là, donc il n'y a rien de spécifique. On peut éventuellement s'autoriser une ou deux prises de parole, mais une question, hein. Donc, juste pour mémoire, une question, c'est court et ça finit avec un point d'interrogation. Et donc, une question courte. Oui, je vois qu'il y a deux personnes qui ont levé la main, Shonus Plus Shannon. et Pierre. Shannon. Oui, je vois le nom de la personne et Pierre-Alain Lenoble. Donc, allons-y dans l'ordre. Oui, bonjour à tous. Vas-y. Je m'appelle Shannon. Ah, tu veux y Alors, aller, d'abord Shannon, puis Pierre-Alain, peut-être. D'abord Shannon, qui avait levé la main en premier, j'avais noté. Ok, merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Shannon et non pas Shonus Plus. Voilà, c'est mon pseudo de gamer.
qui se retrouve là-dessus et j'ai pas réussi à changer, c'est la vie. Voilà. J'ai noté que autour de l'autorité, il y avait, enfin, par rapport à la jeunesse, il y avait surtout la problématique de l'autorité et la façon dont les intervenants en parlaient. C'était surtout en fait une forme de comment soumettre la jeunesse. Alors, il se trouve que je suis plus jeune que vous. Je pense pas que je sois le plus jeune dans ce groupe. Mais pour le dire de façon provocante, je trouve que vous avez des propositions de vieux. Voilà. Donc, pour embarquer la jeunesse, franchement, j'ai pas trouvé beaucoup de choses très sexy. J'ai juste vu que vous vouliez nous soumettre une façon, une fois de plus, à travers l'armée, à travers l'entrepreneuriat, donc l'argent, voilà. Tout ça n'est pas très sexy, hein, vraiment. J'ai entendu parler de refondation de l'école, comme je l'ai souligné dans le chat. J'avais pas l'impression que c'était une refondation de l'école, mais quelques petits ajustements sur la machine, pourquoi pas. Ma question c'est quand l'autorité morale est dévoyée, quelle nouvelle solution vous pouvez porter pour qu'il y ait une renaissance de la légitimité? Elle est politique, mais elle est aussi institutionnelle. À partir du moment où les ministères, les institutions, évidemment le personnel politique, en fait, se délégitiment tout seuls, comment est-ce que vous pouvez espérer que la jeunesse va vous faire confiance? C'est impossible. La planète brûle. C'est plus rémunérateur de vendre des images de son sexe sur OnlyFans, de faire du trafic de drogue quand on habite dans une cité ou à la campagne, ou de faire du placement de produits sur Instagram. Vous offrez quoi? La soumission à l'armée, et c'est normal de s'en prendre une parce qu'on est à l'armée? C'est ça qu'on offre? L'école, c'est le tir au pigeon. Pardon, je termine juste parce que oui, ça, terminé. Si l'école, c'est le tir au pigeon républicain à travers l'image de Parcoursup, vous n'allez séduire personne. Ça, c'est pas apprendre pour savoir, le beau savoir. J'ai entendu même, ça manque d'esprit critique. Mais personne ne réalise que dès qu'on l'ouvre, on en prend une. Donc, ça donne pas envie d'avoir un esprit critique. Je peux me faire de l'argent sur OnlyFans. Pourquoi est-ce que je me creuserais la cervelle? Je vous donne un dernier exemple et je me tais par rapport à OnlyFans. Un jeune homme à peu près de mon âge, il fait donc des vidéos qu'on appelle intimes sur OnlyFans avec son mec. Il est docteur par rapport aux maladies du sida, donc épidémiologie. Il a arrêté sa carrière de docteur et donc ses post-docs en épidémiologie autour du sida parce qu'il était mal payé. Et quand je dis mal payé, c'est-à-dire plus ou moins 2200 € net. Et je parle là de la recherche scientifique appliquée, etc. Alors, imaginez en lettres, en histoire, faites le lien, histoire, république, nation, armée. Donc, si tout le monde s'en fout de tout, en fait, quelle est la légitimité de quoi? Voilà, c'est ça ma question. Comment renforcer la légitimité? Alors, je trouve la question extrêmement pertinente et surtout dite comme ça. Même si, là où vous êtes, à mon avis, un peu dur, c'est que il n'a pas été question de soumettre. C'est-à-dire que quand on parle, alors je comprends ce qui vous fait dire ça, mais attention, j'ai pour ma part souligné, et je pense que c'était à peu près partagé, le fait que l'autorité découlait de la légitimité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que je crois profondément que les adultes sont responsables du monde dans lequel ils laissent les jeunes. Pour ma part, si je défends des idées, si je me gâche mes soirées à aller sur des plateaux de télévision pour porter des idées, c'est pas pour le plaisir de me montrer, c'est parce que j'ai 3 enfants et je considère que je suis responsable du monde dans lequel je les laisse. Après, ils feront leur vie. Après, ils créeront, ils auront leurs propres idées et peut-être qu'ils seront pas d'accord avec moi et peut-être qu'ils contesteront toutes les idées que je porte. En revanche, moi, j'essaye de jouer mon rôle. Et l'autorité, c'est cela. C'est-à-dire que je crois que si on parle d'autorité ici, c'est pas pour soumettre, c'est pour dire nous avons quelque chose à transmettre. Et c'est le principe de l'école. L'école est là pour transmettre le monde ancien. C'est en ça que je pense que les réformes de l'école de ces dernières années ont détruit ce système. Hannah Arendt disait que l'école est par essence conservatrice. Elle transmet l'ensemble des savoirs considérés comme universels qui vont permettre à des jeunes d'être libres. Et c'est ça que je veux, pour ma part, transmettre à la jeunesse. C'est l'idée que nous avons
en France la chance de porter une histoire qui est une histoire d'émancipation. Et c'est ce discours-là qu'il faut retrouver. La Révolution française, c'est cette idée géniale de la souveraineté du peuple, c'est-à-dire l'idée que enfin nous allons pouvoir nous organiser en dehors de toute transcendance pour décider de notre destin. Et c'est ça, à mon avis, le discours qu'il faut transmettre, parce qu'il inclut derrière l'idée de méritocratie, c'est-à-dire l'idée que chaque individu va pouvoir décider lui-même de son destin et l'État, la collectivité sera là pour lui permettre d'exercer sa liberté, donc de garantir une forme d'égalité qui lui permettra d'exercer sa liberté. Mais ça nécessite, et là je vous rejoins totalement, deux choses. D'abord, vous avez raison, le fait que, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, quand on a en effet un docteur en épidémiologie qui ne gagne pas sa vie, mais qui la gagne mieux sur des sites porno, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut rétablir un système qui récompense l'utilité commune. Alors, on ne va pas faire la révolution et empêcher que des footballeurs, des influenceurs qui vivent à Dubaï ne gagnent des fortunes. Ça ne sera pas magique. En revanche, il va falloir recréer cette utilité, on va dire ce respect pour l'utilité commune. Et deuxième point qui me semble absolument essentiel, c'est l'idée que dans ce projet républicain, dans ce projet donc fondé sur la méritocratie, sur l'égalité, eh bien, quand vous nous dites tout cela finalement ne peut pas fonctionner parce que vous ne prêtez pas assez attention à la jeunesse, je pense que c'est en ça qu'on a essayé de démontrer que c'est l'ensemble de l'organisation sociale qui va permettre justement de faire entendre à la jeunesse qu'elle a un avenir. Donc je pense que voilà, la question à la fois du système économique et la question de la façon dont on oriente l'ensemble de la société, c'est ça la réponse. Donc il ne s'agit absolument pas de soumettre, il s'agit de jouer notre rôle d'adulte et de permettre à la jeunesse, à des jeunes gens, de savoir qu'ils pourront s'émanciper, s'épanouir. Voilà. Georgie voulait réagir aussi peut-être à cette interpellation, je vois que tu as levé la main. Oui, merci. Et après, on donnera la parole à Pierre-Alain Lenoble. Merci, Shannon. Alors d'abord, vous avez parfaitement raison. Le poisson pourrit par la tête, et on ne peut pas exiger de la jeunesse d'être morale, de respecter, d'être sérieuse, vu les dirigeants qu'on a. Alors, tous ceux qui sont ici ne sont probablement pas responsables du chaos dans lequel on est, mais il est clair qu'il doit y avoir un changement d'abord à la tête avant de réclamer quoi que ce soit à la jeunesse, et je pense que il faudra trouver comment, mais une réforme à introduire, et que le politique ou celui qui dirige le pays et ceux qui dirigent le pays sont responsables. On ne peut pas passer 7 ans à être ministre de l'économie et arriver à une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et dire il y a 1200 milliards de plus dans le trou de la machine, c'est Jean Dujou. Au Trésor, il s'est trompé de colonne et moi, je ne suis pas coupable. Non, c'est pas sérieux. On s'est engagé dans des guerres et puis ça fait qu'à 20 ans de chaos dans le Sahel, je ne suis pas coupable. Non, la responsabilité est qu'elle soit manifestée d'une manière ou d'une autre. Sur on s'est sûrement mal compris sur la question de l'armée. Le 8e RPIMA, c'est un régiment volontaire. Les gens s'engagent et s'engagent. Je ne sais pas, les gens connaissent plus les Navy Seals ou les Spetsnaz, ou c'est des gens qu'on envoie tuer d'autres gens pour l'État. Ils sont quand même, c'est un peu spécial comme ambiance. C'est pas une entreprise normale, c'est pas l'école, c'est bon. Pour l'avoir traversé et pour faire à des gens certaines choses qui sont parfois nécessaires pour l'État, c'est un petit peu rude sur le bonhomme. Maintenant, le modèle qu'on proposait, moi ce que je propose, c'est pas mettre les jeunes dans le service militaire, c'est un service national. Ceux qui veulent le faire, le côté militaire, oui, mais imaginez, un jour j'avais un jeune qui me disait, je lui ai posé, c'était à l'époque à la France Insoumise, il me disait mais non, moi je suis clown, moi je suis objecteur de conscience, je ne vais pas avoir d'armes. Je dis, super. Et ben toi, tu vas faire 1 an,
tu vas faire ton métier dans l'endroit le pire, qui va te faire servir toute ta vie. Tu vas les faire rire pendant 1 an des gamins dans des hôpitaux où ils ont le cancer, eux et leurs parents. Voilà. Tu vas servir la nation et tu seras utile à la nation. Et c'est dans ce sens-là. Et je pense que l'un des problèmes par rapport à la jeunesse, c'est qu'on considère qu'ils sont inutiles. En fait, il y a plein d'idées, mais ils sont bloqués. Il n'y a pas les moyens pour s'installer, il n'y a pas les moyens pour créer des entreprises, il n'y a pas les moyens. Et en fait, c'est une proposition. Et en plus, et puis vous avez raison sur la recherche. C'est délirant. Le nombre de jeunes qu'on perd, alors qu'on pourrait juste augmenter de 200, 300 euros leur salaire. Oui, ben ça demande un investissement de masse. Et je pense que c'est ce qu'on voulait dire sur l'industrie, la recherche, et que par la jeunesse, que le politique donne les moyens aux jeunes qui vont venir de projeter le pays. On va aller sur Mars, ou je ne sais pas, on va construire une base sur la Lune, où on va faire des villes sous-marines, où on va dépolluer, mais qu'il y ait les moyens donnés pour que toute l'intelligence de la jeunesse s'exprime, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Pierre-Alain Lenoble qui avait également une question. Vincent avait dit qu'on prenait 2 questions. Donc voilà, et je rejoins Georges sur un point, la responsabilité des politiques. Voilà, c'est absolument essentiel. Et en effet, on ne peut pas redonner confiance avec des gens qui ne sont comptables de rien et qui tiennent, qui sont d'une hypocrisie totale en le sachant parfaitement. Voilà. Pierre-Alain Lenoble, c'est à vous. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Ma caméra Oui. est en panne et je m'en excuse, mais j'ai beaucoup apprécié l'intervention du jeune homme qui est arrivé avant nous. Je crois qu'il met un petit coup de pied dans notre fourmilière et je pense que ça fait du bien, vu le thème. Moi, je voulais juste donner 2 points par rapport aux deux sujets, espoir et confiance. Alors, la partie confiance, et c'est exactement dans le prolongement de ce que vient de dire les deux précédents, notamment Georges. Si on veut que les gens aient confiance, déjà, il faudrait que notre démocratie se tienne debout. Et je pense que là, on est devant un test acide avec l'histoire de la révolte des députés contre la loi ZFE et peut-être demain contre la loi PPE. On va voir ce qui va se passer. Mais on sait ce qui va se passer tous entre nous. Le Conseil constitutionnel va tout renvoyer. Il y a 9,9 chances sur 10. Si j'avais 25 ans, j'aimerais bien. J'avoue que je désespérerais de ce système démocratique après ça. Et on va voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on est à un point de rupture là, parce que pour la première fois depuis longtemps, on a vraiment vu des députés qui ont décidé de se dresser contre l'ordre établi, peut-être pour des mauvaises raisons, d'ailleurs, peu importe. Mais enfin, en tout cas, il y a un vrai travail démocratique qui a été fait par Alexandre Jardin, qui a aussi embarqué et à obtenir des résultats totalement inespérés. On ne peut pas laisser ceci sombrer dans la dictature extrême centriste. C'est pas possible. Même si ça fait de la peine à certains idéologues. Donc ça, voilà, si j'avais 25 ans, je regarderais ça avec un intérêt très important. Et le deuxième point, c'est sur la question de l'espoir. Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir la semaine dernière, parce que ce que j'attendais depuis des années s'est produit. J'ai vu qu'il s'était créé un mouvement qui s'appelle Patriotes de la diversité. Et j'avoue que j'attendais ça désespérément. Voilà, que enfin dans ce monde d'affrontements permanents où on met les uns contre les autres, les jeunes contre les vieux, les noirs contre les blancs, les arabes contre les israéliens, il y a enfin des jeunes français de tous bords qui ont décidé de se réunir, de se mettre debout et de proposer de réunir tous ceux qui veulent que la France s'en sorte avec eux. Et pour moi, c'est vraiment un espoir. Et j'espère que beaucoup de jeunes les rejoindront. Et puis beaucoup de moins jeunes aussi, d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Alain. Oui, sur la question du rôle des députés, parce que c'est vrai que ça rejoint la question démocratique. C'est-à-dire que je crois qu'il ne peut y avoir confiance et espoir que s'il y a un véritable renouveau démocratique. C'est-à-dire si les jeunes gens en France ont véritablement la conviction que leur voix compte. On ne peut pas donner espoir à notre système quand la démocratie est systématiquement contournée. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai postée sur Twitter et sur LinkedIn, un discours du rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée. Il est les Républicains, mais il s'insurge
contre le fait que le lobbying de la fédération bancaire a permis de contourner le vote des députés et des sénateurs sur une question de lutte contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale. C'est absolument effarant. Et je pense que c'est très intéressant de voir enfin, par exemple, un sénateur qui se révolte ouvertement contre ce poids du lobbying qui fait que le ministre de l'économie a finalement, contourné le vote des sénateurs et contre l'avis même de son administration. Donc, je conclus là-dessus. Je pense que confiance et espoir, ça ne passera que par un renouveau démocratique et par une foi de l'ensemble de la nation en un système qui s'appelle la République et qui n'accepte pas que les lobbies fassent taire les représentants du peuple. Vincent, je te laisse la parole. Ah oui, pardon. Le problème aussi, c'est que la jeunesse ne vote pas trop. Et il s'est passé quelque chose de bizarre dans les élections en Roumanie. Peu importe qu'on aime tel ou tel camp, mais sur les engagements, le fait est qu'il y a une communication du gouvernement pour inciter les jeunes à s'engager en politique, et le candidat d'extrême droite, Georgescu, a surfé là-dessus pour mettre ses idées. Mais ce qui fait que les jeunes sont inscrits et en fait basculer le vote. Et le problème en France, c'est qu'on a encore une fois une société de vieux qui votent massivement en bloc, et les jeunes ne vont pas assez voter. On aurait 10, 15, 20% de jeunes qui iraient s'inscrire sur liste électorale ou iraient voter s'ils sont inscrits, on pourrait avoir des changements et un levier d'action. C'est ça, je ne sais pas si les jeunes, plus jeunes comme Shannon, ont des idées sur comment faire par les réseaux sociaux pour inciter les jeunes à voter juste. Ce qu'ils veulent, mais y aller, pour dire ce qu'ils pensent. Oui, tout à fait, puisqu'on voit que le seul consensus qu'il y a actuellement en France entre tous les partis politiques, mais vraiment le seul sujet où ils sont tous d'accord, c'est sur le fait qu'il faut, par exemple, que sur la question des retraites, par exemple, il ne faut surtout pas demander un effort aux retraités les plus aisés. C'est le seul truc où il y a consensus du RN jusqu'aux Insoumis. C'est quand même complètement dingue. Donc, je suis d'accord. Vincent, je te repasse la parole. Alors, deux mots vraiment, parce que l'autorité, c'est aussi l'exemplarité, donc je vais faire court. En commençant par te remercier, Natacha, d'avoir élevé le niveau aujourd'hui, de nous avoir permis de débattre pendant 2 heures par 35 degrés dehors, un jour de fête de la musique, donc c'est une véritable performance, à laquelle je veux associer aussi Manuel, Laurent, Joël et Jean-Claude, qui ont travaillé à la préparation de cette table ronde, ainsi que Patrice, Georges, Stéphane et de nouveau Joël et Jean-Claude qui ont participé. Un seul mot de conclusion qui sera peut-être un tout petit peu plus politique, c'est qu'on a pas mal de convergences entre des personnes qui viennent d'horizons politiques divers. Et ma foi, cet après-midi, on n'était ni à droite, ni à gauche, ni en même temps, et c'est très bien, on était tout simplement ailleurs. Et on ne peut que souhaiter que ça perdure, qu'on continue à travailler ensemble au travers de ces tables rondes, toujours avec ton accompagnement, Natacha, si tu le permets. Et aussi, j'en dirai pas plus, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fête de la musique.